Tout commence par un nombre. Pas une annonce spectaculaire prononcée dans une salle étincelante du Kremlin. Un nombre, plus de 1000 pertes par jour. Et lorsque les chiffres commencent à avancer à cette vitesse, ils cessent d'être de simples statistiques. Ils deviennent une histoire. La Russie perd en Ukraine, mais il ne s'agit pas seulement de territoire. Il ne s'agit pas uniquement d'avancées et de retrait le long d'une ligne de front mouvante. Il s'agit de quelque chose de plus discret, de plus lent, de beaucoup plus durable. La Russie est en train de se perdre elle-même. Depuis des mois, le schéma est constant. Engagement après engagement. Efforts offensifs suivis d'avancées stoppées. Gains tactiques contrés par une pression adverse. Équipements détruits. Unités relevées. Positions abandonnées, nouvelles formations envoyées en première ligne, et les pertes continuent. Selon plusieurs évaluations européennes et des analyses publiées par de grands médias économiques, le rythme des pertes russes s'est fortement accru ces derniers mois. Le mois de janvier, à lui seul, aurait enregistré plus de 31 000 pertes. Rapporté à 30 jours, cela représente plus de 1000 par jour. Arrêtons-nous un instant. Ce rythme change tout, car la guerre ne se résume pas à savoir qui avance aujourd'hui. Elle dépend de celui qui peut tenir demain. Et la capacité à durer, c'est là que commence la véritable histoire. Le recrutement peine à suivre, malgré les incitations financières, malgré l'élargissement des critères d'éligibilité, malgré les campagnes de pression menées dans différentes régions, le rythme des remplacements semble inférieur au rythme des pertes. Un déficit de plusieurs milliers d'hommes en un seul mois suggère une tension structurelle, et non un simple ralentissement passager. Chaque engagement porte désormais un poids qui dépasse le champ de bataille. Chaque perte influence l'offensive suivante. Chaque brigade affaiblie rend l'avancée suivante plus difficile. L'élan ralentit, les calendriers s'allongent, les attentes changent. La Russie projetait autrefois l'image d'une réserve humaine inépuisable. Cette perception exerçait une pression psychologique autant que militaire. Mais la perception évolue, et la perception compte. Les chiffres de désertion augmentent. Des estimations indépendantes évoquent des dizaines de milliers de soldats susceptibles d'abandonner leurs unités au cours de l'année. Même si les chiffres exacts restent débattus, la tendance est difficile à ignorer. Quand les soldats hésitent, les opérations hésitent. Quand le vivier de recrutement se réduit, la stratégie se rétrécit. Quand la formation passe de plusieurs mois à quelques semaines, l'efficacité change. Des rapports indiquent que certains recrues reçoivent une préparation limitée avant leur déploiement. 5 jours d'exercice, une courte période d'attente, puis les positions avancées. Dans la guerre moderne, définie par les drones de surveillance, les systèmes de précision, les défenses en couche, la préparation n'est pas un luxe. C'est une condition de survie. Le champ de bataille a évolué. Les engagements sont observés. Les mouvements sont suivis. Les positions sont enregistrées. Les images sont archivées. La technologie réduit l'incertitude. Et dans un tel environnement, des formations insuffisamment préparées subissent une pression immense. La Russie s'adapte bien sûr. Elle modifie ses tactiques. Elle réduit les grandes avancées mécanisées. Elle privilégie des tentatives d'infiltration plus limitées. Elle teste des secteurs. Elle sonde les faiblesses. Mais s'adapter sous contrainte n'est pas la même chose que s'adapter par anticipation. Pendant ce temps, une autre horloge tourne, loin du front. La démographie. Bien avant le début de cette guerre, la Russie faisait face à un défi démographique. Baisse des taux de natalité, vieillissement de la population, réduction prévue de la main-d'œuvre. Des discours officiels remontant au milieu des années 2000 reconnaissaient déjà le problème. La stabilité démographique était présentée comme essentielle à la sécurité économique à long terme. Il y eut un bref redressement des naissances durant les années de croissance économique. Mais ce rebond s'est essoufflé. Les chiffres ont de nouveau décliné. Et aujourd'hui, en pleine guerre d'attrition, la pression démographique s'intensifie, car la majorité des pertes militaires concernent des hommes en âge de travailler, de futurs pères, de futurs ingénieurs, de futurs responsables d'usines, de futurs entrepreneurs, de futurs contribuables. Lorsque les pertes s'accumulent année après année, l'impact ne s'arrête pas au cessez-le-feu. Il se prolonge. Des usines déjà en deçà de leur capacité optimale ressentent des pénuries de main-d'œuvre. Les économies régionales s'ajustent. Les programmes d'incitation deviennent plus coûteux. L'immigration devient à la fois une solution et un défi politique. Les débats identitaires s'intensifient. Le marché du travail se tend. Et puis il y a le temps. Projetez-vous dans quelques décennies. Les tendances mondiales indiquent un déclin démographique dans de nombreuses nations développées. Certains pays compensent par la technologie,
la productivité ou les flux migratoires. Pour la Russie, l'équilibre devient de plus en plus complexe. Un géant territorial, une population sous pression. Imaginez l'année 2007, un siècle après le début des années 2000. Si les projections actuelles se confirment, la Russie pourrait compter une population bien inférieure à ce que suggère son immense territoire. Maintenir des infrastructures à travers 11 fuseaux horaires exige des personnes. Des personnes qualifiées. Qui reconstruira les ponts? Qui fera fonctionner les hôpitaux? Qui concevra les réseaux énergétiques? Qui alimentera les laboratoires de recherche? La guerre accélère des tendances déjà présentes. Voilà pourquoi l'idée que la Russie ne se remettra pas avant 100 ans dépasse les faits dramatiques. Il ne s'agit pas seulement des lignes de front actuelles, il s'agit d'arithmétique générationnelle. Revenons au présent. Des analystes estiment qu'au rythme actuel des avancées, la prise complète des régions contestées pourrait encore prendre des années d'engagement continu, des années de pertes régulières, des années d'équipements détruits et d'unités relevées. Et chaque année supplémentaire accentue la pression démographique. Il n'y a ici ni applaudissements, ni insultes, ni triomphalisme, seulement des chiffres. La stratégie russe reposait sur une pression soutenue, sur un large front. L'idée, la persistance provoquerait un effondrement adverse. Mais la persistance exige de la profondeur. Et la profondeur exige des effectifs, pas seulement sur le papier, mais dans des formations entraînées et motivées, capables d'opérations efficaces. Lorsque les pertes dépassent le recrutement, la profondeur s'amenuise. Lorsque les désertions augmentent, la cohésion s'affaiblit. Lorsque la formation se réduit, la préparation diminue. Et lorsque les vents démographiques contraires se renforcent, la reprise ralentit. Même si la guerre s'arrêtait demain, les répercussions économiques subsisteraient. Manque de main-d'œuvre qualifiée, pression sur les retraites, besoin de soins pour les vétérans, entretien des infrastructures sur un territoire immense, disparité régionale accrue. L'histoire montre que les nations survivent au conflit. Beaucoup y parviennent. Mais survivre et se relever sont deux réalités différentes. La reconstruction exige une génération, parfois deux. La Russie en tant qu'État perdurera probablement. Elle a déjà traversé des tempêtes considérables. Mais la Russie qui émergera dans plusieurs décennies pourrait être très différente de celle qui est entrée en Ukraine. La question ne concerne plus seulement les avancées et les retraits. Elle concerne l'héritage. Les dirigeants cherchaient des garanties de sécurité et un levier stratégique. À la place, le bilan à long terme s'alourdit mois après mois. Pas seulement en équipements détruits, pas seulement en pertes mensuelles, mais en années perdues. Combien d'années faut-il à une nation pour reconstruire ce que quelques années de guerre ont silencieusement défait? Chaque décision sur le terrain, chaque engagement, chaque avancée ou retrait laisse une trace durable. Les infrastructures, les villes, les familles, tout est impacté de manière cumulative. Et plus la guerre se prolonge, plus le temps nécessaire pour réparer et reconstruire s'allonge. Même après la fin des combats, la Russie fera face à un long chemin semé d'obstacles économiques, démographiques et sociaux. Les générations futures devront porter le poids des choix d'aujourd'hui et la résilience d'un pays se mesure souvent à sa capacité à transformer ses pertes en leçons pour l'avenir. Restez avec nous alors que nous continuons à suivre les engagements, les avancées, les retraits et les transformations profondes qui façonnent ce conflit. Car le prochain chapitre pourrait ne pas seulement redessiner la carte, il pourrait redéfinir le siècle. Abonnez-vous et restez informés.